Mesdames et messieurs, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode du Mika AB Show pour le 123e hebdomadaire. Mika, comment tu vas après une nuit bien mouvementée? Ouais, une nuit mouvementée parce que j'ai travaillé, donc ça va. Un peu fatigué pour être honnête, mais ça va dans l'ensemble. Puis il y a eu le stage cet après-midi, puis là on fait un podcast. J'ai l'impression qu'on n'arrête pas en ce moment, donc Effectivement. c'est cool. Effectivement, on va revenir sur l'actualité assez chargée quand même parce qu'on a eu le retour de Mike Tyson face à Jack Paul. Bon, même si moi, vous commencez à me connaître sur la chaîne, c'est pas les combats qui m'enchantent. Mais voilà, on va quand même en parler rapidement. On a eu le retour du GOAT, John Jones. On a le RS Marseille qui arrive cette semaine. Donc on va en parler. Mais n'oubliez pas, avant ça, de vous abonner. Ça aide vraiment la chaîne. De s'abonner, de partager, de commenter, voilà, de faire vivre, de donner même vos avis sous les vidéos. Donc n'oubliez pas, c'est important pour la chaîne. Mika, commençons par le commencement. Mike Tyson qui fait son retour à 58 ans face à Jack Paul. Euh, comment dire? Ah, je vais te laisser donner ton avis là-dessus. Bah la boxe, je pense que les amoureux de boxe anglaise doivent s'arracher les cheveux dans le sens où Mike Tyson c'est quand même considéré comme l'un des plus grands champions de boxe anglaise de tous les temps, toute génération confondue. Et donc de le voir face à Jack Paul qui de base est un YouTuber, même si aujourd'hui sa boxe est loin d'être dégueulasse et n'a battu au final personne réellement en boxe. Je pense que les gars doivent s'arracher les cheveux. Après, ça reste un défi, je pense, personnel pour Mike Tyson. Il l'a dit, c'est pas tant la performance qu'il allait chercher et tout le monde le savait. Mhm. Il a affronté un gars de 27 ans. Voilà, j'ai envie de retenir le côté positif de la chose, c'est qu'il est passé pas loin de la mort il y a un an. Il revient sur un ring à près de 60 ans. Il tient les 8 rounds, je crois, de 2 minutes. Donc ça fait 16 minutes de combat actif. Il arrive à tenir, il prend pas de KO, il fait mieux que des mecs comme Tyron Woodley ou des mecs comme Ben Askren, etc. Bon bah voilà, félicitations à lui, puis il y a rien à dire quoi. Moi, je pense quand même, en fait, tu sais, au-delà du fait qu'il a entaché une légende, je pense, hein, c'est que ça rend bien service à tous ceux qui l'affrontent au final, parce qu'il y a forcément, même en premier lieu, il y a l'aspect financier. Donc, faut pas oublier que ça reste du business. Et même si ça ne fait pas joli sur papier, bah, je pense que Mike Tyson est très content, très satisfait au final de ressortir avec, il me semble, 10 millions pour Mike Tyson et 20 millions pour Jack Paul. Donc, personnellement, ça ne me plaît pas. Surtout quand je vois des légendes, on va dire, revenir face à Jack Paul. Euh, Par exemple, t'as Tyron Woodley qui avait dit que... Non, c'était Ben Askren. Ben Askren, il avait dit que le chèque qu'il avait touché face à Jack Paul, en gros, quand il combinait toute sa carrière en MMA, il n'avait jamais touché aussi gros. Donc, au final, je pense que chacun est satisfait, même si, voilà, on va dire après le combat, surtout lorsqu'ils ils perdent, ils tirent la tronche, mais je pense qu'au final, tout le monde est content. On avait eu, c'était, comment il s'appelle, Tyron Woodley aussi, pareil. Malgré qu'il a été l'un des champions les plus dominants dans sa catégorie à l'UFC, le voir perdre face à Jack Paul, c'est vrai qu'il a perdu en crédibilité, mais au final, je pense que voilà, il est très très bien financièrement maintenant. Ouais, Et mais après Jack Paul, il fait pas une carrière de. Tu vois, ce qui est un peu, c'est la première fois qu'il affronte un ancien champion de boxe anglaise. Avant ça, comme tu l'as dit, il a pris des gars comme Ben Askren, Woodley, Anderson Silva, Nate ouais, Diaz, c'était Mike Perry. Tu vois, il a pris des bagarreurs des bons boxeurs de MMA, etc. Mais il avait pas pris de champion d'anglaise. D'ailleurs, le seul combat qu'il avait fait contre un ouais, mec un peu chaud en anglais, c'est Tommy Fury et il a il a perdu à perdu. Ouais. partagé. Maintenant, avec Mike Tyson, voilà, c'est surtout le fait qu'il se batte avec une légende, je pense, qui fait que tout le monde est un peu. Les amoureux de la boxe anglaise doivent être un peu dubitatifs. Maintenant, comme je le dis, je suis pas sûr que. Voilà, on a eu des vestiges du Mike Tyson. Le plus gros défi pour lui, c'était de tenir. Il l'a fait. Et voilà, et je pense que c'est difficile de juger un gars comme Mike Tyson au vu de de la carrière qu'il a fait
Et je pense que c'était plus un combat personnel. Il le disait, il avait envie de montrer ça à ses enfants, de montrer que c'était quelqu'un qui était un guerrier sur le ring. Et donc, bah, difficile d'aller contre ce qu'il pense de lui-même. Mais après, franchement, les images, elles faisaient mal au cœur quand même. Ouais, Franchement, t'as pas envie de retenir ça de Mike Tyson, quoi. Même, mais j'ai c'est. pas compris, je te jure, il y a eu des scènes quand il fait son interview d'avant-combat dans le vestiaire, il se retourne, il a les fesses nues, tu vois, tu te demandes A si, priori, ça a pas été fait exprès, hein, c'était de la part de Netflix. bah ouais, mais en fait, j'ai pas compris, tu vois. J'ai même pas compris à Ouais. quel moment, quand tu vois les caméras et tout, tu mets pas un short, tu vois. Bah, en fait, c'est les. Bah, vu qu'il avait, tu sais, les coquilles des boxeurs anglais, là, et Ouais, je bah, a sais. priori, il mettrait en dessous. Ouais, mais un short, tu vois. T'as les caméras et tout, tu vois, je sais pas. Tu vois ce que je veux dire? Il Ça se fait tout balade du pieds monde, nus comme ça dans le vestiaire. le Hugues de Mike Tyson. Non, mais voilà, et même, je sais pas, à la pesée, il a fait des dingueries, tu vois, tu comprends Ouais, il pas. arrive en slip et tout, ouais. Ouais, Je pense bon. que ça a des déplacements de produits, je pense. Non, mais le slip, ouais, mais ensuite, pourquoi tu te touches comme ça quand tu, enfin, je sais pas, tu vois. Après, Ouais. c'est du Mike Tyson, tu vois, c'est du Mike Tyson. Bon, après, à la pesée, il a mis une bonne baffe à Jack et on est Ouais, tous parce qu'il lui a contents. marché sur le pied, en fait. Je Ouais, il pense lui qu'il a fait marché exprès, sur en le pied. plus. Et bah, au moins, il a pris une bonne baffe. Et c'est là que je me suis dit, putain, en fait, l'autre, il est solide quand même, parce que la baffe, elle est rentrée plein pot, il a pas bronché, hein. Ouais. Il l'a encaissé plein pot, il a rien fait. Ah, il est Après, encore là, le je vieux père, hein. pense que Jack Paul, quand même, la réalité, c'est que ça devient un boxeur qui est quand même pas malin. Bah, il s'entoure, Mickey, en plus, il a les moyens, donc il a une vraie équipe professionnelle autour de lui, il a les sparring qu'il faut. J'aurais du mal à dire qu'il faut le prendre au sérieux parce que, bah, qu'on le veuille ou non, il affronte que des gars retraités, que des gars qui sont plus à leur prime. Et comme tu as dit, le seul boxeur qu'il a affronté, c'était Tommy Fury, il a perdu. Sinon, le reste, c'était Ben Askren. Ben Askren, il n'a jamais été connu pour sa boxe, mais au contraire pour sa lutte. Tyron Woodley, pareil, même s'il avait un sacré bras arrière, c'était pas le meilleur boxeur. Bah, Mike Tyson, n'en parlons même pas, c'est un grand-père aujourd'hui. Donc voilà. J'ai envie de dire, il rend plus peut-être service plus hommage aux anciens combattants. Voilà, faire un combat face à Jack Wall aujourd'hui, ça permet de, de, de toucher le pactole. Maintenant, est-ce qu'on peut le prendre au sérieux ou pas? Bon, il commence peut-être à être un peu crédible parce qu'on voit qu'il y a des améliorations, que c'est un vrai combattant dans le sens où bah, il sait tenir les roues, il sait boxer. Maintenant, à voir. À voir, à voir. Bon, en Mika, tout on cas, a quand même. Ouais. ils ont pété le score Netflix et ils prouvent qu'en tout cas, son business, il fonctionne bien. Effectivement, Mika. Mika, on vient quand même rapidement sur le COF, parce qu'il y avait Ouais, un ancien partenaire d'entraînement à nous, Yacine Bellage, qui a ouais, fait sensation lors du COF 9, ouais, franchement, avec un KO qui a fait le tour des réseaux, qui a cassé Internet. franchement, et c'est mérité, hein. Ouais, Bah pour moi, c'est celui qui marque le COF, en tout cas le COF numéro 9. Si je dois retenir un combat et une action du COF numéro 9, c'est celle de Yacine Bellage. Il revient après quasiment 4 4 ans, ans ouais. d'absence, c'est énorme. Il perd le premier round, selon moi. Et derrière, il arrive à péter un chaos sorti de nulle part. Et surtout, son adversaire est fort. C'est-à-dire que c'est pas, on lui a pas mis un adversaire de retour ou un adversaire facile. Ok, c'est un adversaire qui a un palmarès en dents de scie, mais le gars était quand même assez solide. Ouais. Les dernières défaites du gars, c'est contre William Gomis et Staropoli. Donc c'est un gars qui sait combattre, qui a déjà fait des guerres, etc. Et donc, non, il n'y a rien à dire. Il marque un super KO et je pense qu'il a pris la performance de la soirée. Et à n'en pas douter, on le reverra chez les 70 kilos et potentiellement, c'est un gars qui pourrait même aller chercher la ceinture des 70 kilos. Et il y aurait des combats à faire, Belhadj Leskurov ou Belhadj contre Kai. En tout cas, Belhadj contre Poiron. Il y a beaucoup de combats à faire au COF et ça laisse présager des belles choses en tout cas. Effectivement, en tout cas, bon retour à lui, comme tu as dit, après 4 ans, une belle performance. Donc, toutes mes félicitations, Yacine. Mika, il y avait aussi le. En fait, on en a parlé Attends, en attends, amont. sur le coffre, je peux revenir un peu? Bien sûr, vas-y, vas-y. Il y a un autre blast qu'il faut retenir. Il s'appelle Ibrahim Aoued. C'est un gars de Marseille. Là, il a combattu à 84 kilos. Ouais, Et franchement, le gars, c'est une machine de guerre. Je le trouve réellement très fort. Voilà, après, faut pas s'emballer. C'est son deuxième combat. ouais.
La première fois que je l'ai vu, c'était comment dirais-je, c'était en Suisse. Alors, il affrontait un gars qui était vraiment un palmarès un peu pipé, mais j'avais vu qu'il était puissant, j'avais vu qu'il était athlétique. Et là, dans le combat de samedi soir, il a montré Ouais, je que crois c'est qu'il avait quelqu'un de participé. très Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. et c'est quelqu'un de très athlétique. Et je pense sincèrement que c'est un gars sur qui on pourra compter sur l'avenir, qui va faire des belles choses. Maintenant, j'ai hâte de voir la suite pour lui, mais je pense que c'est un blast qu'on doit retenir parce que, à mon avis, d'ici deux trois combats, c'est quelqu'un qui, pareil, va pouvoir évoluer dans le classement du COF et pourquoi pas aller chatouiller dans les 84 kilos. Il y a beaucoup de combats à faire et qui va aller chatouiller le top 5, top 3 du COF. Ouais, on est d'accord, c'est bien lui qui devait affronter Yassine Bouganem, mais il y a eu un Exactement. pull-out du côté de Bouganem. Et Donc, lors d'ailleurs, on a. du Ouais. combat en Suisse, ouais, il a été blessé et Bouganem, donc du coup le combat ne s'est pas fait. On lui a trouvé un short notice et voilà. Ouais. Après, Je il y a sais eu le qu'il premier. avait- Ouais, vas-y, Non, dis-moi. je te dis qu'il y a eu le premier champion welterweight du COF, Ouais. Junior Hernandez. Donc, c'était un combat entre un étranger et un Français. Donc, il gagne par Grand Pound au round 3. D'ailleurs, elles sont belles quand même les ceintures du COF, hein. Bon, même si ça reste le modèle UFC comme quasiment Ouais, ouais. toutes les Mais ceintures, mais je trouve qu'elle était très belle. ouais, c'est vrai, ils ont fait un beau Mm. taf. Le gars de la bonne école, donc Mathieu, raconte au... On va l'appeler Mathieu. Mathieu Racco, il a bien démarré son combat. Au premier round, il était même franchement pas très loin d'avoir mis KO son adversaire. Ouais. Et en fait, Hernandez, derrière, il a réussi à retourner la vapeur en amenant le combat au sol. Le combat, il aurait pu s'arrêter à plusieurs reprises parce qu'il y a eu beaucoup de Mhm. phases de ground and pound en fait où Mathieu il s'est pas défendu et au troisième round l'arbitre s'est interposé. C'est assez dommage hein, comme je le dis parce que vraiment je pense qu'au premier round il était pas passé loin de gagner le combat. Il a mis des high Ouais. kicks. Le médecin est même venu checker un peu l'état des blessures de Junior en se disant que potentiellement il Mhm. pourrait pas reprendre. Donc il y avait quelque chose à faire pour lui. Maintenant il a été meilleur le Péruvien. Et franchement, il a du cœur. Il met vraiment du cœur, le Péruvien. C'est un gars qui va être difficile à aller chercher. Après, je pense que la ceinture, elle est encore accessible chez les 77. Il y a encore de la place pour le prendre. Il y a des failles dans son jeu. On l'a vu en striking. Donc voilà, c'est la première ceinture en tout cas du COF. C'est lui qui l'a obtenue. Et j'ai hâte de voir la suite parce que à mon avis, ça va se bousculer pour tenter d'aller la chercher. Et toi, ça te dit pas, toi, d'aller la chercher, Mika? Non, franchement, le COF, aujourd'hui, hein, quand tu vois le niveau, je pense que c'est pas fait pour les très très gros palmarès. Je pense que c'est une Pour organisation. les gars forts comme toi. Non, je parle des très très gros palmarès. Il se peut des fois, tu Ouais. vois, qu'il y a des combats qui sont faits pour en main event ou en common event pour ramener le public. Mais est-ce que ça a une réelle utilité de les mettre dans les rankings Mhm. pour ceinture? Je suis pas sûr. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je Je pense comprends, que ouais. les ceintures vaut mieux les laisser parfois à ceux qui font trahir les roadsters du COF. Mais Mhm. en tout cas, voilà, c'est une ceinture qui est prise, c'est la première. Maintenant, on va voir le niveau de difficulté. Souvent, il augmente au fur et à mesure. Donc, Mhm. potentiellement, dans deux ans, on aura des très gros blasts qui auront les ceintures, hein. Non, mais c'est bien, en tout cas, ça évolue. Au fur et à mesure de chaque événement, le COF. Ouais, franchement, Et c'était un pas roster mal. en plus qui commence à s'installer aussi dans quelques catégories. Bah, ce qui est sympa, ouais, c'est qu'on revoit des combattants. Après, là, il y a Abuef qui a combattu celui qu'on connaît bien, parce qu'il a combattu au RS à plusieurs Mhm. reprises, qui affrontait Alix, Ouais. Jean Guillaume. Et voilà, nette domination d'Abuef au premier round. Et Alix, il fait plaisir parce que il revient un peu de l'enfer, j'ai envie de dire. Et derrière, il place un étranglement à Abuef. Et Abuef tape. Et Alix, il me fait plaisir parce que c'est un gars qui est résilient. C'est quand même un mec qui a 7-8. Donc Mhm. son palmarès, tu vois, tu peux te dire, ouais, pas terrible et tout. Mais en fait, c'est un gars qui a commencé avec 6 combats, 6 défaites. Donc, tu vois, c'est quelqu'un qui a su se réinventer et c'est quelqu'un au final qui, sur ses, j'ai envie de dire, 10 derniers combats, bah, en fait, c'est 6 victoires et 3 défaites sur ses 9 derniers combats, pardon. Donc, c'est quelqu'un quand même qui a su se réinventer et qui a su revenir après avoir fait 6 défaites consécutives. Je sais pas si on se rend compte, c'est énorme. Et maintenant, il est sur 7 victoires, 2 défaites sur ses 9 derniers combats. Donc, c'est un palmarès positif sur ses 9 derniers combats et bravo à lui et hâte de le revoir au coffre parce qu'il a montré de belles choses.
Et je pense que, pareil, il a sa place en tout cas au COF et il pourra nous montrer des belles choses. Donc, bravo à lui, je tenais à le féliciter. Ensuite, il y avait un combat qui m'intéressait particulièrement, c'était les débuts d'Arnaud Prigent. Bon, écoute, il a surdominé son adversaire. Il l'a étranglé au premier round. C'était la première fois qu'il combattait en Premier professionnel. combat pro, ouais. Ouais, c'est un gars qui a performé en amateur. Et donc, bah, il confirme tout le bien qu'on pensait de lui et hâte de voir la suite. Ensuite, il y avait un autre combat qui m'intéressait, c'est le combat de Fabien Xabidi, parce que c'est un gars de la Snake Team et il est matché au KSW 101 pour affronter Nassim Belouache. Euh, et en fait, bah, il a eu quelqu'un de plus solide que lui devant. Il a gagné le premier round selon moi, mais il a mis beaucoup trop d'efforts, beaucoup trop d'énergie. Il a mal géré ses efforts. Et au final, il s'est fait prendre à son propre jeu. Le gars en face de lui, il a rien lâché. Et il est revenu petit à petit dans le combat et il lui prend le deuxième et troisième round. Donc Nikolic, il m'a surpris, mais je pense que c'est pareil. C'est un gars chez les 66 kilos. Faudra compter sur lui. Il a 5-0. Et donc pareil, j'ai hâte de le revoir et pourquoi pas contre un combat contre Oussama Raïm, par exemple. C'est quand Donc même. Ouais. ouais, ça peut être un beau combat contre Oussama Raïm, puisqu'en plus Oussama, il avait déjà battu Xabidi. Donc c'est un combat qui fait du sens en tout cas. Mhm. Moi, je te dis que c'est quand même tu sais, risqué pour Fabien Xabidi, tu sais, d'accepter un combat Bah ouais, à un mois d'intervalle dans deux organisations différentes. Tu sais, bah, je pense que, enfin, c'est un pas que je pense, concrètement, le KSW, c'est beaucoup plus gros que le COF. Donc, en cas de blessure ou même de défaite, tu sais, je pense qu'il y a moyen que le KSW lui dise, bon, bah, finalement, ton combat, il est annulé parce que, bah, vu que tu sors d'une défaite, c'est moins vendeur. Mais bon, après, je pense que le combat, il va être maintenu. Pourquoi? Parce qu'il y a tout intérêt pour eux de faire un choc franco-français, même si c'est pas voilà, c'est pas ouais, mais t'as non plus le raison, combat le hein. plus attendu, tu vois. Ouais, Mais, franchement, je pense que c'est un gros risque qu'il a pris. En plus, il est sur une défaite. Et comme tu le dis, ça m'étonnerait pas que le KSW dise, bah non, on va chercher quelqu'un d'autre, tu vois. Enfin, mm. je Là, dis je pas. pense pour le coup, vu que c'est un combat franco-français, je pense qu'ils lui laisseront sûrement cette chance. Mais même lui, on ne sait pas s'il échange avec tu sais, avec des bobos et tout. Donc, je pense que c'est quand même assez risqué. Surtout lorsque tu as une opportunité plus grosse que celle, tu vois, qu'il a eu ce vendredi, tu vois. Mais de toute façon, on verra après. Mais je pense que le combat, il va être maintenu. Mais bon, c'est quand même risqué en tout cas. Exactement. Et donc, Euh, et après, victoire de Magro aussi, qui se positionne lui aussi pour aller pour la ceinture des 61 kilos. Donc voilà, le COF se dessine petit à petit. J'ai trouvé que c'était sympa. Les combats sont bien enchaînés. Donc bah, voilà, plutôt satisfait de la soirée qui s'est déroulée. Mika, on en avait parlé, enfin, t'en avais parlé brièvement, c'était le retour du KSW 100. Sauf que moi, personnellement, c'est vraiment passé sous les radars, selon moi, parce que c'était ce week-end et parce qu'en plus, on avait deux Français qui combattaient sur la carte, mais je te jure, je n'ai aucunement vu la promotion de. Voilà, personnellement, j'ai pas du tout suivi. Et c'est le soir même, en fait, que j'ai vu bah, déjà qu'il y avait l'événement et qu'il y avait en plus Nicolas Bivol qui combattait sur la carte et Aymar Guy de la team à Jean-Michel Froissart. Donc d'ailleurs, on a eu un beau face-à-face. Sincèrement, ça m'a hypé de voir le face-à-face entre Wilson Varela et Saladin Parnasse. Tu sais, en plus, les angles de caméra, la manière dont ça tourne autour des deux, ils avaient beaucoup de flow et j'ai beaucoup aimé. Mais donc, je disais, voilà, sur le main event, on avait celui qui avait affronté Saladin Parnasse Ouais, pour la ceinture des Bartoli. welterweight, bah, le champion qui était champion, Adrian Bartonski, contre Mohamed Ralidov. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gars qui comptabilise, je pense, une cinquantaine de combats et c'est une légende, en fait, Allons. on va dire, au KSW. Ouais, c'est une grosse légende au KSW. Après, Barto, cette fois-ci, c'est lui qui a relevé le défi et il est parti dans la KT des Oui, 80 c'est vrai. kilos. Effectivement, bah, l'autre, c'est 28 combats au KSW. Sur les 28 combats, c'est 22 victoires, 4 défaites, 2 draws. Et bon, bah, il arrive à soumettre au deuxième round sur une clé de bras, sur T'as une vu la clé, séquence? sur un Jiju. Ouais, assez simple en plus, hein, Non, franchement. en fait, avant le VJ, t'as Bartowski peut-être qu'il le cadre. Et je sais pas si en fait il trébuche et en fait il capitalise là-dessus. Et en fait il se met au point. Mais j'ai pas l'impression que c'est un contre qui a été fait de la part de Mamed Ralidov. J'ai Non, juste mais l'impression que c'est en fait, Bartoski qui perd l'équilibre et qui trébuche.
Ouais, et puis surtout, exactement, et puis derrière, je pense qu'il voit pas le risque venir. Et en fait, il prend tout son temps et il déroule le bras et il met le bras en extension et c'est trop tard, en fait. Je pense vraiment qu'il s'est fait surprendre. Ouais. Je pense que Khalidov a surpris Bartoszynski. Après, c'est un gars tellement d'expérience en face de lui que, il y avait aussi ça, hein, il y avait la gestion de la pression. Et en fait, s'il n'y a pas eu de grosse promotion sur le KSW 100 en France, c'est parce qu'en fait, c'était un KSW assez particulier, c'était le centième. Et en fait, le KSW, je crois, a demandé des droits supplémentaires pour pouvoir le diffuser. Et c'est pour ça qu'RMC ne l'a pas diffusé. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de grosse promotion autour de Aymar Guy de la team de Marseille et pour Nicolas Bivol. En tout cas, les deux Français ont ouvert la carte. Je sais pas si tu as vu le combat de Nicolas Bivol, mais quel chaos de dingue. Coup de pied retourné derrière, il boxe en ligne et il finit son adversaire en grand handpan en même pas une minute. Je crois que le combat il a duré moins d'une minute. Et derrière, Aymar Guy qui fait une décision et unanime. Il prend les trois rounds. Il y a un arbitre qui donne les trois rounds à Aymar et les deux autres qui donnent deux rounds à Aymar et un round à l'autre. Et en fait, il bat le huitième des 70 kilos quand même, Aymar. Ça veut dire que là, maintenant, Aymar, il est top 10 dans la catégorie des lightweight KSW. Et en fait, Aymar, c'est quelqu'un qui, je sais pas comment te dire, l'air de rien, tu vois, c'est un gars qui a pris la ceinture à l'Hexagone en 84, qui a pris la ceinture à l'Hexagone en 77. Derrière, il part au KSW, il fait deux victoires. C'est pas quelqu'un qui fait beaucoup de parler de lui, mais voilà, sur ses 8 derniers combats, c'est 7 victoires, une seule défaite à lui à Warrior. Et il a vachement progressé, Aymar. Et aujourd'hui, bah, il est huitième du ranking KSW chez les 70 kilos. Donc, félicitations à lui. Et c'est un combattant qui dure, qui a 36 ans et qui fait encore des performances de ouf. Donc, bravo à lui. Effectivement, Mika, et comme je le disais, le face-à-face, je sais pas, même si le combat, je l'attends quand même, mais le face-à-face, il a rajouté un truc, le face-à-face entre Saladin et Wilson Varela. En tout cas, j'espère qu'ils ont pas dérangé quand même Wilson Varela dans sa prépa, hein. J'espère qu'il est pas revenu uniquement pour ça, parce que je Non, sais qu'il était au Kill Cliff, ouais, je donc pense que c'était prévu aussi, tu vois, qu'il revienne. Après, il en a profité pour coacher avec Jean-Michel Fouassard, le combattant de Aymar Guy. Je pense que le KSW, quand ils font les promotions, ils ont des planifications bien à l'avance, donc je pense que tout le monde était au courant. ouais, c'est vrai. Et par contre, je te rejoins, il y a Aïe, je pense que la communication, maintenant que le KSW 100 est passé, je pense qu'il va y avoir une communication poussée Mhm. sur le 101 autour de Salah et de Varela et l'angle parisien Marseille a été bien trouvé et franchement on a deux des meilleurs 70 kilos de France qui vont s'affronter. Effectivement, effectivement. Mais après, en toute manière, en termes de communication, on voit qu'ils sont assez à cheval, le KSW France, l'Instagram du du KSW France. Mais c'est vrai que forcément, ça a un plus gros impact, tel la page officielle du KSW. Donc forcément, je pense qu'ils vont s'y mettre. En tout cas, voilà, Mika, on avait bah, pour les événements, en tout cas hors UFC, c'était ça. On avait le KOF, le KSW. Donc maintenant, on va s'attarder sur l'UFC 309. John Jones VS Miocic Mika. Par quoi est-ce qu'on commence? Écoute, je vais pas refaire toute la carte, je vais juste saluer la performance incroyable de Jim Miller. Jim Miller qui l'homme de tous les records, qui a un palmarès désormais de 38 victoires pour 18 défaites. À l'UFC, il faisait son 45e combat. C'est fou. 27 victoires à 45e l'UFC et 17 défaites. défaite, exactement. Donc c'est un parcours en dents de scie. Il a 41 ans. Et il continue à gagner à l'UFC. Sur ses 4 derniers combats à l'UFC, c'est 3 victoires. C'est un gars qui a combattu à l'UFC 100, à l'UFC 200 et à l'UFC 300. Ah, c'est fou, hein. Euh, c'est un homme de record. Alors évidemment, tout le monde va dire oui, il continue à faire des victoires, mais c'est pas comme s'il les faisait sur du top 10. Ça, c'est Mhm. vrai. Mais c'est quand même celui qui a le plus de victoires à l'UFC. C'est celui qui a le plus grand nombre de combats à l'UFC. C'est celui qui a le plus grand nombre de soumissions dans la catégorie des 70 kilos à Mhm. l'UFC, avec 11 soumissions. Il compte au total dans sa carrière à l'UFC, je crois il a marqué 13 soumissions et le record est détenu par Oliveira avec 16, toutes catégories confondues. C'est l'homme de tous les records, c'est forcément un Hall of Famer à venir.
forcément. Il a marqué l'histoire de l'UFC. Et en tout cas, bah voilà, je tenais à saluer en tout cas sa longévité et je trouvais intéressant. Mika, merci en disant longévité. Je crois qu'il y en a plusieurs qui t'ont dans les commentaires sur ces longévité. Longévité, ouais, peut-être. Je crois en tout cas, peut-être que j'ai la merde, mais Non, là, j'ai t'as peut-être eu raison. pas mal de personnes te reprendre. Mais tu sais que d'ailleurs, en parlant de Jim Miller, vu les dégâts quand même qu'il avait pris face à Bobby Green lors de l'UFC 300, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais persuadé que ça allait être son dernier combat. Finalement, en fait, non, il revient et j'ai pas l'impression qu'il en a fini en tout Ouais. cas. Et je pense même qu'il a encore 5 combats devant lui parce qu'il a dit, en gros, j'ai 45 combats à l'UFC, moi, mon but, c'est d'en faire 50. Ouais, Donc je pense que c'est un défi qui se fixe. Encore 5 combats à l'UFC. Et potentiellement, quand il aura fait son 50e combat à l'UFC, effectivement, il pourrait raccrocher les gants. ouais, Mais en effectivement. tout cas, ça, c'est un record qui est pas prêt d'être battu, hein. 50 combats à l'UFC. Déjà en carrière, c'est un truc de dingue. 50 Ouais. combats de ma pro. Mais alors de faire 50 combats à l'UFC, c'est juste extraordinaire. En tout cas, félicitations à lui et hâte de voir la suite. Et puis on avait aussi le combat de Paul Rick face à Bo Nickel. On en avait parlé. Est-ce que tu peux nous débriefer ce combat-là? Alors, le fan que je suis, le fan qui veut voir de l'action, etc., il va vous dire que bah il est déçu. Il est déçu parce qu'on attendait un peu plus de Bonical. On aurait aimé voir Bonical tenter d'amener au sol Paul Craig, se mettre en danger sur les soumissions pour voir son niveau réel de grappling, etc. Et au lieu de ça, on a eu un combat tout en maîtrise de Bonical qui a préféré rester sur des phases de striking avec un combat très peu engagé, très peu de prise de risque, un combat qui a été entre guillemets très géré, très tactique. Maintenant, voilà, c'est du point de vue, si je me mets du point de vue sportif, bah, je dis Bonical a gagné et on retiendra qu'il a gagné face à un combattant très expérimenté. Hein. Faut pas oublier que Bonical, c'est seulement 7 combats en carrière. Paul Craig, c'est pratiquement une trentaine de combats en carrière. C'est un gars qui a déjà quasiment 20 combats à l'UFC. Donc voilà, je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Bonical a réussi à boxer Paul Craig. On a vu qu'il a réussi à encaisser les frappes de Paul Craig. Maintenant, la boxe de Bonical m'a pas impressionné, pour être honnête. On n'a vu aucune phase de lutte, aucune défense, parce que ni l'un ni l'autre n'a tenté d'amener au sol. Donc, on voit même pas si. En fait, on n'a rien vu de ce combat. C'était vraiment un combat de kicker et le niveau de striking de Bonical bah, nous a juste permis de dire que bah, il est meilleur que celui de Paul Craig. Maintenant, Paul Craig, on le sait tous, c'est quelqu'un qui est pas du tout connu pour son striking à l'UFC. Il est connu pour son niveau de sol. Et donc, du coup, c'est un combat un peu flop qui tombe à l'eau. Maintenant, voilà, je pense qu'il y a que Bonical et son staff qui ont des réponses et qui vont permettre de peaufiner un peu les stratégies de combat, etc. Maintenant, en tant que fan, et forcément, on est déçu. Déçu de Mais sa bon, performance. Et je trouve ouais. qu'il est beaucoup trop tôt de parler. Tout le monde annonçait un Bonical en puissance, qui allait rentrer dans le top 15, qui allait potentiellement Mhm. défier Shimaev, etc. Et ben, on en est loin. Et Bah ça, Mika, c'était c'est avant le plus gagné. combat, c'était avant son avant-dernier combat lors de l'UFC lors de l'UFC 300. Et moi, je reste persuadé que ce combat-là, ça a été un petit peu une sonnette d'alarme en fait pour Bonical, parce que rappelle-toi, à la fin du combat, il dit qu'il est encore jeune, qu'il lui reste beaucoup d'étapes avant d'aller vers le titre. Et là, face à Paul Gregg, c'était que son quatrième combat. Donc, on a vu hein, lors de ses deux premiers combats, il luttait avec de la fougue. Et il se précipitait, tu voyais qu'il était vraiment à la recherche, on va dire, de la performance, vraiment, tu sais, une performance qui fait lever toute la foule. Là, je pense qu'il a pris conscience, en fait, du niveau. Et en plus, toi, tu t'en parles souvent, tu dis que lorsque tu as l'UFC, c'est comme si tu avais gravi une montagne et que tu en voyais une autre. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, son combat lors de l'UFC 300 face à Cody Brundage, là, je pense que c'est ça qui lui a fait prendre conscience qu'il y avait un sacré cap à passer. Et ce qui fait que bah, il boxe avec, on va dire, il combat avec stratégie maintenant. Et surtout, comme on sait qu'il pouvait pas se permettre on va dire, de tenter des amener au sol un petit peu à la va-vite comme il a l'habitude de faire, parce que face à lui, il avait un expert du sol. Mais bon, après, t'as vu t'as le public qui ont scandé, qui surcoté, a priori. Je parle pas anglais, donc j'ai vu ça après. Ouais, Mais après. Et en plus, le public de Madison Square Garden, c'est pas le pire. Tu vois, le public de Las Vegas, par exemple, qui est beaucoup plus habitué à avoir les cartes UFC, est beaucoup plus exigeant. Au Madison Square Garden, c'est comme un sport qui est un peu nouveau.
C'est-à-dire que le public new-yorkais, il n'est pas encore habitué aux événements de MMA, donc il est peut-être moins Mhm. exigeant. Et c'est vrai qu'à un moment donné, au troisième round, ils ont vraiment hué, quoi. Ils ont vraiment hué, et même la victoire de Bonical, ils l'ont hué. Donc c'est ce que je te dis, quand tu prends la casquette de fan, tu es forcément très déçu de ce qui s'est passé. Et quand tu prends la casquette du staff, tu te dis que peut-être et potentiellement, bah, il y a des choses à en tirer, quoi. Maintenant, il a pas été, il n'y a pas eu de performance et c'est pas pour rien, quoi. Ouais, effectivement. On va passer au Common Event. Charles Oliveira contre Michael Chandler. J'ai été naïf, Mika, vraiment de penser que, on va dire que Michael Chandler allait tirer des leçons de ses dernières erreurs parce que bah, aujourd'hui, il a quasiment 40 ans. Il a plus de 20 combats, même si à l'UFC, on va dire, il a quoi? Il a 5 6 combats à l'UFC, mais c'est pas maintenant qu'il va se réinventer. C'est pas du tout maintenant qu'il va se réinventer. Donc, franchement, j'aimerais bien comprendre, j'aimerais bien être dans sa tête parce que bah, après chaque combat, durant chaque préparation, tout ce qu'il poste, tu as l'impression que c'est un homme nouveau, mais bon, tu sais que c'est un bosseur parce que le physique qu'il a, l'explosivité qu'il a, on sait qu'il y a du travail derrière, mais je sais pas si c'est un terme de fight IQ ou si c'est lui qui est juste action fighter et qui se dit, bah, dans 10 20 ans, on se souviendra de moi, je serai un Hall of Fame, quoi qu'il en soit, mais je serai jamais champion. Mais je suis sûr, j'ai l'impression qu'il a toujours ce truc-là à un moment donné dans le combat qui fait qu'il peut renverser le combat ou même mettre fin au combat. Mais malheureusement, on sait pas. Il manque un truc. Vraiment, il manque un truc et ça me déçoit un petit peu de lui, je te jure. Parce que je trouve qu'il a un gros potentiel. Enfin, c'est même plus un potentiel à son niveau. Il a les armes pour venir à bout des gars qu'il affronte. Je pense à Dustin Poirier, je pense à Charles Oliveira à 2 reprises. Mais il se contente de, je sais pas. Non, moi, je pense que, en fait, penser que Chandler a les capacités pour mettre en place des stratégies de combat, c'est ne pas comprendre forcément le MMA. C'est-à-dire que, pour moi, pour pouvoir mettre des stratégies de combat, faut être bon partout. Et en fait, Chandler, il est très fort avec son explosivité et sa lutte, mais il se fait dominer en striking par Oliveira, je pense, largement. Il se fait dominer au sol par Oliveira. Donc en fait, dans un combat contre Oliveira, à un moment donné, s'il joue pas sur l'explosivité et il joue pas sur sa lutte, et même sa lutte, il va en faire quoi s'il arrive au sol face à Oliveira? Donc en réalité, il lui reste que l'explosivité, tenter d'essayer de toucher Oliveira. Et sauf que là, on a eu un Oliveira qui a pas lui refait la même erreur que lors du premier combat, qui a pris son temps pour striker. Et en fait, il a juste montré qu'il y avait 8 classes d'écart entre lui et Chandler. Et aujourd'hui, si tu as Oliveira qui est numéro 2 dans le top 10 et l'un qui est numéro 8, bah en fait ça s'est ressenti hier. Et moi je pense que Chandler, c'est pas forcément qu'il a pas de fight IQ, c'est qu'il a pas les capacités techniques pour mettre en place un réel game plan. Après effectivement des fois on l'a vu notamment face à Poirier où dans des situations il aurait pu gérer etc. Il l'a pas fait, donc ça démontre effectivement un manque d'intelligence aussi. Mais la réalité, c'est qu'on ne peut pas lui demander de faire des choses qu'il ne sait pas faire techniquement. Et face à Oliveira, pour moi, Ouais, là, c'est un peu dur de dire qu'il n'a pas les capacités techniques. Moi, je pense que c'est justement une histoire de stratégie de Fight IQ parce que aujourd'hui il est complet. Et même si on voit beaucoup son explosivité et sa lutte, il a les armes en boxe. C'est juste que j'ai l'impression qu'il se contente d'être action fighter. bah, C'est moi, vraiment mon ressenti. pour moi, en boxe, il est très fort, tu vois. Mais pour moi, en boxe, il est bien en dessous de Charles Oliveira. Il est franchement bien en dessous de Charles Oliveira. Son niveau de sol est bien en dessous de Charles Oliveira. La lutte, c'est Charles Oliveira qui l'a lutté comme si Chandler ne savait pas lutter. Je pense qu'il y avait une grosse différence technique entre les deux. Il y avait aussi l'inactivité qui a joué. Il y avait l'âge peut-être. Je pense qu'aujourd'hui, Chandler est clairement, on voit bien qu'il est plus proche de faire un combat contre Conor McGregor que d'aller graviller les échelons pour aller battre un Charles Oliveira, hein, franchement. Et juste, tu sais, à chaque fois qu'il y a des comparaisons entre le Bellator, le PFL, l'UFC, c'est l'ancien champion du Bellator. Au Bellator, il était sur un record positif de 18-5, et là, à l'UFC, il est sur 2 victoires pour 4 défaites. Donc, pour dire voilà, le niveau d'écart qu'il y a entre ces organisations-là, moi, ça en dit long, hein. Après, sur ses défaites, on lui a pas fait de cadeau. Je crois il a pris Gatti, Effectivement, il a pris bah, Poirier et 2 fois Oliveira. il a, Mais il a combattu le Graal au Bellator comme il combat le Graal à l'UFC. ah ouais, ouais, non, mais c'est là que tu vois la différence. Mais ce que je veux dire, on lui a quand même pas fait de cadeau, franchement. Ouais, ouais, effectivement. Et il est rentré directement on va dire dans les bourbiers.
Et je reviens aussi sur quelque chose. Tu sais, t'as le Mauricio Ruffi qui a combattu, tu sais, qui fait partie de la team des lunettes cassées brésiliennes. Ouais, Euh, Fighting Nerd. Team Il Nerd. m'intrigue beaucoup, hein. Ouais, et bon, il a gagné, il a fait un beau combat. Et le mec, à la fin du combat, Ruffi, il a call out Benoît Saint-Denis. Saint-Denis. Je sais Un pas peu si t'as entendu. timidement, ouais. Il savait pas trop dire son, j'ai l'impression. Ouais, il l'appelait Saint-Denis, il l'a pas dit Benoît. Après, tu vois, moi, je réfléchissais à ça, donc en off, forcément, comme il le call out, je réfléchis. Et tu vois, je me dis qu'aujourd'hui, où il en est, Saint-Denis, je pense que vaut mieux prendre un Chandler, par exemple, qu'un Ruffy. Je sais pas ce que tu en penses, mais je pense que Chandler, par exemple, c'est typiquement le type de combat qu'il faut pour Benoît Saint-Denis. Même si là, il est encore un peu tôt et qu'il va devoir prendre du repos, etc. Je pense que Chandler, c'est un peu le combat parfait pour Saint-Denis. Je sais pas ce que tu en penses, mais Non, bah en fait, Chandler, le problème, c'est que t'es quasiment sûr que les deux vont se mettre au milieu de l'octogone et qu'ils vont s'en foutre plein la gueule. Et je pense pas que ce soit le bon combat de retour pour Benoît. ouais, Non, en tout cas, entre les deux hommes sur les moins de 70 kilos de la main carte, tu me dis, entre Mauricio Ruffi ou Chandler, je pense que Chandler représente, tu vois, un gars bah en qui est fait, au vu accessible. de la manière dont il a perdu, je pense à son combat contre Poirier et contre Moïcano. Je pense pas que ce soit le bon, le bon, je pense pas que ce soit le bon, ouais, le bon combat de retour. En plus, on a vu, tu sais, il y a une image qui a été, il y a une image de Benoît qui a été en fait depuis son Instagram, tu sais, lorsqu'il faisait du vélo. Et bah t'as tout Twitter qui s'est enflammé. Mais c'est vrai que lorsque tu vois la tête de Benoît, tu vois qu'il a pas encore bien récupéré de son combat. Tu sais, j'ai Oui, l'impression mais qu'il a été un petit peu gonflé et tout. Donc ouais, je pense qu'il va vraiment falloir bah, que lui et toute son équipe se posent. Après, forcément, je pense pas qu'ils ont leur mot à dire, hein. Je pense pas qu'ils diront à l'UFC, OK, on vous combat telle personne et lui. Non, je pense pas que ça va se passer comme ça, mais il va falloir vraiment réfléchir à quel type de profil va être bon pour lui, quel écoute, moi, type de. je suis quasi sûr et certain que pour la préparation des camps de Benoît, il va descendre à Nice, chez Cassata. C'est quoi, c'est ton intuition qui te dit ça? Ouais, je vois pas comment aujourd'hui tu t'appelles Benoît Saint-Denis, t'es top 15 chez les 70 kilos. Clairement, il viendra pas au Factory. Clairement, ça on peut mettre une croix dessus. L'US Metro, je pense pas que c'est ce qui convienne forcément à Benoît Saint-Denis aujourd'hui. Aujourd'hui, il reste quoi d'assez fort pour structurer? Franchement, si je suis à la place de Benoît, je vais direct confier ma carrière entre les Aldric. Aldric. Franchement, hein. Après, c'est là pour le coup, c'est même Après, pas. c'est la distance Mika et après, il y a Oui, aussi mais c'est pour ça que je te la parle de disponibilité. bah, c'est pour ça que je te dis, c'est même pas un crousty, ça n'a rien à voir avec ça. C'est, en tout cas, je suis 70 kilos, je suis top 15 UFC, je suis comme je te dis, dans le contexte dans lequel je suis. Mhm. Il y a pas une minute où je demande pas à Aldric de m'épauler et de faire la planification de mes prochains camps d'entraînement. Vraiment, Bah hein. écoute, à voir, hein, parce que Pour moi, il a deux options. Soit il décide de remonter sur Paris. Dans ce cas-là, il sollicite Nicolas Haute, qui fait de l'excellent travail avec Nassourdine Imavov. Soit il décide, lui de l'est de la France, enfin sud-ouest pardon de la France, et il va à Nice pour ses camps d'entraînement. Mais en tout cas, je suis quasi sûr qu'il va prendre l'option Cassata. Mhm. Maintenant, D'ailleurs, écoute, c'est même pas un crousty, j'insiste là-dessus. oui, insiste bien parce que Ouais, d'ailleurs, c'est en juste mentionnant, ouais. la vision MMA que j'ai aujourd'hui, quand j'étudie le contexte qu'il Mhm. a et je vois pas Saint-Denis aller à l'étranger, je pense que c'est ce qui va se passer maintenant, à voir. Bah écoute, on espère avoir une interview à son retour, hein. Ce sera voilà, il y aura que lui qui pourra nous dire les choix qu'il fera à l'avenir. Et en mentionnant en fait les différents coachs que tu viens de citer, vu qu'on arrive en fin d'année, on va bientôt faire les MMA Awards. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, on l'a fait à deux, trois reprises et en fait, en deux, trois ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé et les coachs qui ont été mentionnés, par exemple, sur les saisons d'avant, quand on regarde rapidement, bah, c'est plus les mêmes, tu vois. Donc, pour dire Non, en gros que ça après, va super vite, cette année, on va spoil, mais c'est comme, je pense, hein, de toute manière, Cassata qui prend le truc, hein. il y Enfin, a pour Nicolas moi, Hoth, il y a peut-être Johnny Frachet qui rentre dans la discussion, tu vois. Donc, ouais, je sais pas, pour moi, il n'y a on y pas photo. reviendra en tout cas, on y Ouais, reviendra, c'est ouais. ça. Mais pour moi, il n'y a pas photo cette année. Ça revient à Cassata en On, termes de. on y reviendra, on fera un truc à la hauteur des MMA Awards. Exactement. Ouais. Donc, Et ensuite, on a eu le combat John Jones contre Miocic, le Stipe combat de Miocic. John Jones, Mika.
Pour moi, il y a plusieurs angles en fait à prendre de ce combat. Il y a soit en fait un combat où on se dit ok, c'est le GOAT, c'est le plus fort, il est toujours au top. Ou soit il y a le combat où je pense que d'un œil objectif, on sait qu'il est allé à soit c'était son dernier combat, soit il lui reste encore un combat, un super fight qu'il veut faire face à Alex Pereira, par exemple, comme il l'a si bien dit. Et en fait, pour prendre sa défense une énième fois, je ne comprends pas en fait comment est-ce qu'on peut. Pour moi, en fait, il y a vraiment, hein, peut-être que ça va se faire à l'avenir, mais pour moi, il n'y a aucun sens et qu'il n'y a aucun intérêt à ce qu'ils prennent Aspinal. En plus, on sait que la maturité des poids lourds, elle arrive à 33 ans. C'est exactement, on va dire, c'est exactement l'âge d'Aspinal. Il n'y a pas de dégâts physiques. Il est ultra fait, ultra frais, ultra explosif. Et on l'a vu ici, il est ultra complet. En fait, donc je ne comprends pas. John Jones, pour rappel, il a 37 ans. Donc il est proche de la quarantaine. Il a combattu très jeune. Il a combattu très jeune. Il a été champion à 23 ans. Donc ça fait 14 ans maintenant, Mika, qu'il a été champion et qu'il est champion. Il est sur une autre catégorie de poids, donc c'est pas naturel pour lui. On a bien vu qu'il a pris tout son temps pour faire sa montée chez les poids lourds. Lorsqu'il affronte Cyril, il est à 112. Là, il me semble qu'il est un peu plus lourd. Donc on voit qu'il se cherche encore. Et en fait, là, il y a Thomas Pinal qui arrive, qui fait partie de la nouvelle génération. Et on veut absolument que ce combat se fasse. Mais pour moi, il n'y a aucun intérêt parce que John Jones, à son époque, il a battu l'ancienne génération. Je pense à Shogun lorsqu'il le bat et qu'il prend la ceinture. Ensuite, il y a sa génération, Gustafsson, Cormier. Et après, on va dire, il y a la nouvelle génération. Je pense au Anthony Smith ou au Dominic Reyes. Même si, voilà, ce combat, il y en a beaucoup qui disent qu'il est controversé. Donc, en fait, ce qu'on lui demande de faire à nouveau, c'est ce qu'il a fait par le passé sur 3 générations. Donc en fait, je ne comprends pas pourquoi on s'obstine à vraiment vouloir voir ce combat. Parce qu'en fait, il a déjà battu un gars de la nouvelle génération. Je pense à Cyril Gane. Et lorsqu'on met Cyril Gane et Thomas Spinal sur face à face, il n'y en a pas un qui est largement meilleur que l'autre. Cyril Gane a été champion intérimaire. Thomas Spinal est actuellement champion intérimaire. Ils ont quasiment tapé les mêmes gars, les deux. Donc en fait, voilà, je ne comprends pas pourquoi on en fait tout un plat avec Ah, Thomas alors, Spinal. ouais, alors là, t'exagères. Franchement, t'exagères ou tu veux pas voir les choses en face. Non, c'est ce que En je vois, fait, Mika. John Jones, c'est le GOAT absolu. C'est qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage en dehors de la cage, c'est le GOAT absolu. Il prend Miocic au bon moment, mais John Jones, même s'il est là depuis longtemps et qu'il est usé des combats qu'il a fait, parce que c'est ce qu'il faut dire, avant d'arriver au MMA, il avait combattu en faisant de la lutte, donc c'est quelqu'un qui a toujours été sur les tatamis et tout, donc il est usé. Mais John Jones, entre guillemets, n'a que 37 ans. Et Aspinal a 31 ans. Il n'y a pas non plus une grosse différence Mais d'âge entre les deux. Mika, tu l'as si bien dit. Il a commencé les sports de Non, combat mais, jeune avec la lutte ouais, mais universitaire. non, mais alors me parle pas d'âge. Déjà, la première chose à gommer, c'est l'âge. Ah bah voilà, Non, mais ça me rappelle à la phrase de Mbappé, ce que tu as dit, en fait. bah ouais, évidemment, mais il faut pas Non, mais parler. mais non, mais Mika, Non, il faut parler. Attends, mais laisse-moi finir. Ensuite, du coup, tu as John Jones. Ok, il est usé par le temps. Il a prouvé que c'était un GOAT. Donc maintenant, il a deux options, John Jones. Soit il part en GOAT absolu, il a plus rien à prouver et tout le monde considérera que c'est le plus grand de tous les temps jusqu'à maintenant, et il pose les gants. Soit il décide de continuer à combattre. Mais quand tu continues à combattre, tu crois vraiment que l'UFC, maintenant, tu te mets dans tu te mets du point de vue de John Jones. Évidemment, John Jones, il préfère affronter un Pereira. L'opposition de style est plus belle, dans le sens où il affronte Pereira. On sait tous que si Pereira va au sol, il est cuit face à John Jones. La deuxième chose, c'est que Pereira, il a été double champion 84-93 kilos. C'est la sensation actuelle de l'UFC. Et donc, forcément, John Jones, il dit en gros, moi, j'aimerais bien affronter Pereira plutôt qu'Aspinal. Derrière, l'UFC te dit, mais attends, sportivement, moi, j'ai une ceinture intérimaire qui est là depuis un an, qui a ni queue ni tête, et elle n'existe que parce que toi, John Jones, tu continues à être là et qu'on t'a promis de te mettre Miocic. Maintenant, c'est à... il y a aussi, excuse-moi, mais il y a aussi Dana White qui s'obstine à faire ce combat, hein. Parce que ce Oui, combat-là, ça fait peut-être depuis 2022 qu'on en parle. c'est ce que je te Donc, dis. C'est l'UFC lui dit là désormais gentiment, c'est ce que Dana White dit. Grosso modo, c'est toi le champion de la KT, on te fait le combat contre Miocic. Soit tu prends ta retraite, mais si tu décides de rester, le vainqueur de votre combat, donc on savait que c'était John Jones, grosso modo, bah, va devoir prendre Aspinal, parce que Aspinal aujourd'hui est le combattant poids lourd le plus dangereux.
Et effectivement, tu le dis, John Jones, et tu veux faire une comparaison entre Cyril Gane et Aspinall. Maintenant, si tu regardes les manières dont Aspinall s'est débarrassé comment dire, de ses adversaires et la manière dont Gane s'est Ah, mais débarrassé de ses Mika, adversaires, au final, non mais, on retient que les victoires. Après, c'est les oui, styles qui font les mais, combats. ah non, T'en as mais, un qui est plus mais- stratège. non, mais n'exagère pas. Tu peux pas me dire que Cyril Gane est plus complet qu'Aspinall quand même. Mais j'ai pas dit ça. Bon, bah voilà. Donc aujourd'hui, par exemple, si on est, toi et moi, très sincères, et même si on le souhaite, la victoire de Cyril Gane et de prendre cette ceinture, à ton avis, si tu fais John Jones, Cyril Gane ou John Jones, Aspinall, lequel des deux combattants entre Gane et Aspinall a le plus de chances de gagner? Ben forcément, on a déjà vu Mika, l'issue de John Jones Donc, gagne. Mais maintenant, à l'heure actuelle, mais le combat à tu me faire, dis John, non, tu me dis Thomas Pinal Cyril, je te le jure que je suis presque sur un 50-50. ok, mais ça, pas de souci. Moi, je te parle d'un John Jones, Aspinall. On est bien d'accord que le combat qui fait le plus de sens à Oui, l'UFC mais Mika, comme on aujourd'hui, dit, c'est les styles qui font les combats. T'en as un qui est beaucoup plus complet, t'en as un qui excelle et dans un domaine, mais Et c'est surtout qu'Aspinal, à la ceinture intérimaire, l'a oui. défendu. Donc, c'est-à-dire que pour moi, l'équation, elle est simple. Si John Jones décide de se retirer, eh ben, on considérera que c'est le GOAT, le plus grand champion de tous les temps. Mhm. S'il considère qu'il veut continuer à combattre à l'UFC, le combattant qui doit lui être proposé n'est autre que Aspinal. Sur ça, je suis Parce d'accord. Attention, à moi, je dis juste que qu'en fait, il Pereira est. n'a aucun sens pour moi. Mais c'est un super fight, Mika. Ben regarde, à un moment donné, on parlait bien d'un potentiel combat entre Pereira et Aspinal. Oui, On est d'accord. Mais mais en on gros, ce est que je veux dire, d'accord. c'est que je trouve que c'est un gars, pour tout ce qu'il a fait, en fait, au sein de sa carrière, pour tout ce qu'il a apporté au MMA, je trouve qu'à son âge, parce que, ok, il est encore jeune, mais pour moi, il est vieux dans le sport. En Attends gros, 2 secondes, tu ok, coupes pas. non, mais t'inquiète. Je disais, en gros, voilà, en fait, c'est assez ingrat parce que, bah, en fait, je pense avec son statut, pour faire simple, aujourd'hui, il peut se permettre de dire, OK, je choisis tel combat, je choisis tel combat. Il l'a dit en conférence de presse. Je préfère un gars qui est établi, un ancien qui est dangereux, plutôt qu'un jeune talent qui reste dangereux. Et je sais pas, mais je vois beaucoup de personnes dire qu'il fuit le combat, mais il explique clairement, et vraiment, il a fait une interview d'avant-combat où il s'est attardé peut-être pendant 10 minutes à expliquer les pourquoi du comment. Et je vous jure, pour ceux qui sont pas bilingues, la sœur, ils l'ont publié, la vidéo. C'est la ouais, conférence de presse. Il le dit clairement. Et pour moi, c'est tout à fait légitime et logique ce qu'il dit. Vraiment, il explique le pourquoi du comment il veut pas affronter Thomas Pinal. Mais, Et mais donc, dans ce cas-là, prends ta retraite. Moi, je le comprends qu'il ne veuille pas non, mais l'affronter. bien sûr, mais après, lui, si maintenant il aspirait encore à dire non, je suis le meilleur poids lourd, je vais encore défendre ma ceinture, forcément, le combat logique, ce serait John Jones face à Thomas Pinal. Maintenant, il le dit clairement, il a dit Thomas Pinal, il peut très bien prendre la ceinture des poids lourds, je m'en fous. En gros, il est plus à une défense de titre près pour tout ce qu'il a construit dans sa carrière. Et c'est pour ça qu'il parle d'un combat face à Alex Pereira, parce qu'après, j'ai envie Mais de dire. Pereira, c'est un combat facile. On le sait ce qui va se Mais passer. oui, mais c'est. Après, attention, Mika, hein. Non, Bah, mais on va quand même revenir sur la performance face à Miocic. Même si elle était belle, John Jones, moi, il m'a toujours fait peur sur sa défense, sur son système défensif, tu vois. Et même, on a vu que face à Miocic, il s'est quand même pris des coups. Et je te jure que je me disais, mais attends, si on avait c'est quand même un puncher Miocic, mais voilà, il est plus au top de sa forme. Je m'étais dit, mais si c'était un gars comme Aspinall en face ou même Pereira, attention, tu vois, il y a moyen de le voir tomber. ouais, mais le niveau de lutte, quand tu vois le niveau de lutte de John Jones, le problème, c'est que même dans ce cas-là, même Gann, avec le niveau de striking de Gann, tu peux te dire que c'est impossible John Jones s'il gagne Cyril Gann. Mais en fait, Non, il a un c'est pas tel la même niveau chose, de Mika, lutte. c'est un autre striking. Ouais, mais il a un T'en as un tel qui. niveau. Ouais. Oui, mais il touche, enfin, il a fait déjouer tout le monde. Non, vraiment, je t'assure que la performance, je suis d'accord avec toi qu'on a vu un John Jones vieillissant. On l'a senti un peu plus sur les talons que d'habitude ou autre. Mais pour autant, j'ai trouvé sincèrement qu'il était largement au-dessus de Miocic. Oui, après, moi, très honnêtement, Mika, Miocic, tu sais, il m'a paru frais, avec une bonne mine, hein, même, tu sais, durant toute la fight week et tout. Donc, je m'attendais à avoir un Miocic, tu sais, je pensais on allait le voir beaucoup plus vieillissant que ça, alors qu'il m'avait l'air d'être en forme. Je sais pas, Il était plus lourd que son combat face à Ngannou, tu sais, il est arrivé à 106 kilos. Là, il est arrivé plus lourd, donc il a retenu la leçon de ne pas arriver trop léger. Mais non, franchement, je l'ai retrouvé, je l'ai trouvé quand même résistant, même si c'était une nette domination de la part de John Jones. Le round 2 quand même, c'est pas qu'il revenait, mais il était un peu plus agressif.
Après, quand je dis, en fait, à la fois, je dis qu'il y avait un John Jones qui était, tu sais, en ralenti, il prenait tout son temps, mais à la fois, je vois un gars mature et qui sait se placer dans la cage, tu sais, qui prend vraiment son temps et qui arrive à faire des jouets. Donc, j'ai plus cette vision-là, moi, qui me convient en tout cas quand je vois John Jones, parce que un gars comme Aspinall, par exemple, il n'a pas l'expérience et le temps de cage de John Jones. Ça fait que demain, si ce combat devait avoir lieu, même si Aspinall, il restera très, très dangereux sur les premières minutes, mais pour moi, si tu as un gars comme John Jones qui déroule le combat, qui est conscient du danger qui est en face, je vous jure que pour moi, il peut s'en sortir. Eh ben, bien sûr qu'il peut s'en sortir. Non, mais ça, c'est évident. Aujourd'hui, celui qui parie contre John Jones, c'est qu'il n'a pas conscience du potentiel de John Jones. Et je dis juste qu'on a eu un John Jones qui, selon moi, quand même, est un peu vieillissant. On l'a vu. Par contre, là où je suis d'accord avec toi, c'est c'est un tueur froid. Il prend tout son temps. Il est létal dans les coups qu'il donne. Il a une volonté de faire mal. On a bien vu, hein, l'un et l'autre, ils n'ont pas fait semblant de s'aimer, hein. Une fois qu'ils ont combattu. John Jones, il a fait la petite danse pour amuser Trump et c'est Ouais. tout, hein. Il n'y a même pas eu de. Ça, limite, ça m'a fait de la peine de voir Miocic quitter la cage comme ça, hein, parce qu'il a raccroché les gants. Ouais, après, comme je dis, Muji, c'est compliqué, hein. Déjà, tu sais pas ce qu'il pense réellement, tu sais pas s'il est heureux d'être là, même lorsqu'il gagne, parfois, bon, on l'a vu dans un petit peu lorsqu'il avait affronté Cormier, mais tu sais pas ce qu'il pense, tu sais pas s'il est heureux d'être là, tu sais pas si, tu sais, il m'a l'air d'être un peu souvent poker face. Après, c'est vrai que c'est pas la retraite qu'il mérite. Honnêtement, j'aurais préféré qu'il sorte par une plus grande porte. Mais comme je t'ai dit, tu sais, il aurait pu faire peut-être un effort sur son discours, mais il a tout simplement dit qu'il arrêtait. Et après, voilà, de toute manière, il a perdu, donc Jürgen, il n'allait pas non plus s'attarder trop longtemps sur son cas. Ouais, ouais, Mais clairement. moi, en plus, je trouve qu'il a encore sa place, hein, très honnêtement. Je trouve en tout cas, de ce que j'ai vu de Miocic, Oui, pour moi, oui, il a oui. encore, non, mais Mais tu sais, proche, même dans l'embêté, des fois, il parle, il articule même pas le pauvre. il a toujours parlé comme ça après Miocic. Bah, je sais pas, j'ai l'impression quand même Tu qu'il a. sais, sur les défenses de lutte, en tout cas, tu sais, au-dessus de la ceinture, il était bien explosif. Tu sais, Mais il a un talent indéniable. Il a vraiment des compétences martiales incroyables. Mais je pense qu'il est temps pour lui qu'il raccroche les gants. Parce que le problème de ça, c'est qu'on va lui donner qui à Miocic? Des gars comme Aspinal, Curtis Blade, non, mais bah, Egan. tu vois, par exemple, contre un mec comme contre Curtis Blade, Non, genre, mais je je te suis dirais, d'accord, mais c'est un coup à prendre des coups quand même et des frappes, je te jure. Tu vois, t'as pas, à un moment donné, 41 ans, t'as une légende derrière toi, t'as fait peut-être la plus belle trilogie qui existe à l'UFC. Je sais pas, tu vois, à quel moment, à un moment donné, il est pas temps de se dire, OK, parce que ouais. là, quand même, pour moi, il avait des séquelles. Après, comme tu le dis, il est pas non plus, bien sûr qu'il a des compétences, mais je pense qu'il y a un temps pour tout et Ouais, pour le faut bien l'user. On fait un petit point vite fait, sur le RS. ouais, Mika. Le RS, euh, le RS numéro 28, Ouais. qui aura lieu, non, numéro 27, bah, qui aura lieu ce week-end à Marseille avec, pour Main Event, Virgil Hogan, champion des moins de 84, face à un Brésilien Rocha, assez expérimenté, qui a quasiment le triple de l'expérience de Virgil Hogan, le retour d'Amin Ayoub. Franchement, il y a pas mal de beaux combats, Mika. On va démarrer, si ça te dit bien, par la carte préliminaire quand même. Ouais, on va vite, juste, AB. Vas-y, je te laisse commencer. Bah, le premier combat qui m'intéresse vraiment, c'est Tomaglo contre Riles Soudela. Après, je pense que Riles devrait normalement être au-dessus de Tomaglo. Je vois Riles beaucoup plus complet, beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus solide que Tomaglo dans l'ensemble. Mais c'est un combat que j'ai envie de voir. C'est un combat qui m'intéresse beaucoup. Maintenant, j'ai quand même l'impression que Tomaglo, il y a un grand écart entre son dernier combat et entre Riles Soudela, quoi. Moi, un autre combat qui sera plaisant à voir, c'est Wissam Armouche contre Gaëtan Dembo. Comme on dit, c'est les styles qui font les combats. Et là, on a deux styles d'opposition. On a un striker, même il a montré d'autres compétences, hein, notamment sur une soumission sur son avant-dernier combat. Gaëtan Dembo, bon, on sait que c'est quelqu'un qui est dur au mal. C'est un striker parce qu'il a eu une grande carrière en Muay Thai kickboxing. Et on a Wissem Armouche, bah, nous qu'on connaît bien, Mickey, et on sait que Wissem, c'est un gros grappleur. Donc, c'est un combat, je pense, qui va être intéressant à voir. Ouais, largement. En plus, c'est un duel franco-français, on aime ça.
Wissem, c'est un gars qui, sa seule défaite en carrière et au ARS, c'est contre le champion actuel des 77 kilos, Clint Hammer. En plus, elle s'était faite dans un contexte particulier puisqu'il faisait le ramadan au Alors moment qu'il où... avait cuté, hein. Ouais, donc c'est quand même pas les meilleures conditions pour performer, même si c'est pas une excuse, ça explique ça peut expliquer la contre-performance. Gaëtan Dumbo, gros palmarès pied-point. Duromal, qui pour moi ne perd jamais son dernier combat, même si on lui a mis une défaite sur coup irrégulier. Pour moi, c'était une victoire. Donc pour moi, c'est un 3-0, 3-0 à Arès. Peu de gens peuvent se satisfaire d'avoir fait ça. Donc non, non, je pense que ça va être un gros combat. Donc hâte de voir ça. On est d'accord, Mika. Après, il y aurait Elias Ensuite, Giroud contre. Il y a deux blasts qui m'intéressent de voir, c'est Giroud et Binaté qui vont combattre contre des Brésiliens. Voilà, c'est pas les combats qui me hype le plus, mais c'est des combattants qu'on adore. Binaté, c'est le futur. Giroud, il est en place depuis longtemps et c'est l'un des meilleurs 66 kilos. Il mérite d'être sur les gros plateaux et les grosses organisations françaises. Maintenant, leur opposition, c'est pas que ça m'intéresse pas, mais c'est des Brésiliens, donc forcément un peu moins hypé. Maintenant, c'est des Ilyes, il prend un vet UFC, c'est le dernier Ouais, c'est adversaire celui qui l'avait affronté avec Daguerre, Gir, je ouais. crois. Donc voilà, ça va être des beaux combats. Maintenant, c'est pas les combats qui m'intéressent le plus. L'autre combat Mhm. qui m'intéresse le plus, c'est Zebo contre Delguera sur cette carte. Ah, on a un Paris-Marseille, Mika. On a surtout aussi l'ancienne génération contre la nouvelle génération. Donc, quand même, il comptabilise plus de 50 combats. Vincent Delgara, c'est fou, hein. Et Jordan, il a 7 combats à son compteur, même s'il a une carrière amateur derrière. Mais c'est vraiment. Tu sais, il y a une différence d'expérience entre les deux. Mais en tout cas, voilà, ça reste un combat qui je pense, qui va être équilibré, hein. Enfin, je pense que c'est soit ça va être, on va dire, un combat à sens unique pour Jordan, qui va montrer son côté peut-être plus frais, plus explosif. Soit ça va être un combat assez engagé. Mais ouais, Ouais, en tout tu cas, c'est vois, un moi, combat que je j'ai regarderai, hein. l'inverse dans mes prédictions. Pour moi, j'ai un Delguera. Il n'y a pas un monde où Zebo il peut battre Delguera. Le seul gars qui peut perdre ce combat, c'est Delguera, par contre. Tu vois, Delguera, c'est vrai que des fois, il passe à travers ses combats, mais c'est le seul qui peut perdre ce combat, c'est lui-même. Euh, c'est dur, hein, ce que je dis, mais pour moi, Delguera, il est meilleur que Zebo dans tous les domaines. Il est plus Non, je physique. pense que tu le sous-cotes un petit peu, peut-être, Jordan, non? Ah, mais Delguera, en fait, le problème, c'est qu'on le sous-cote aussi. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, en fait, des fois, il fait des contre-performances, ça c'est vrai. Mais c'est un gars qui sait striker, c'est un gars qui sait lutter. En fait, Delguera, s'il il sort le niveau qu'il a à l'entraînement, franchement, c'est un tueur à gage. Maintenant, c'est vrai que en combat, Delguera, c'est pas le même. Ça, c'est une réalité. Le Delguera qui est en combat, c'est pas le Delguera qui est de l'entraînement. Et c'est pour ça que je dis le seul problème de Delguera, c'est Delguera. C'est-à-dire, est-ce qu'il va sortir le meilleur Delguera de lui-même? Ça, je peux pas te dire. Après, il y a un Zebo aussi. Il va combattre à Marseille. Il est pas chez lui. Le public marseillais, il est taquin. Il va y avoir du Jordan Temor dans la salle. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Maintenant, ça va être un super beau combat. Franchement, c'est un combat que j'ai vraiment envie de voir. Ouais. Ouais, pareil, Mika. Donc ensuite, voilà, on aura le retour d'Amin Ayoub contre, pour être très honnête, son combattant, son adversaire, je ne le connais pas, il est expérimenté. Euh, donc voilà, ça va être en common event. Et après, pareil pour Virgil Hogan, il affronte aussi un Brésilien qui est assez expérimenté, qui a déjà combattu au LFA. Donc voilà, ce sera pour sa deuxième défense de titre pour Virgil Hogan. Donc écoutez, hâte de voir tout ça en tout cas. Dites-nous en Ouais, commentaire après, quel combat vous attendez le plus, tu disais? non, c'est vrai que quand tu vois l'adversaire d'Amin Ayoub, je dis pas il est pas Mhm. bon, hein, loin de là, mais c'est vrai que c'est un gars quand même qui a essuyé il y a pas si longtemps que ça 5 défaites consécutives. Sur ses 9 derniers combats, c'est 6 défaites, 3 victoires. Je pense pas qu'il méritait la place de co-main event. Je pense que tu vois, Giroud méritait plus une place de main event, ou même le combat Zebo contre Delguera limite. Maintenant, l'opposition qui est proposée pour Amin Ayoub, pour moi, ça vaut pas un co-main event. Il y a un autre combat qui peut être sympa, c'est Title Shy contre Jean Dos Santos. Ouais. Jean Dos Santos très solide, 7-0. C'est un gars qui m'avait impressionné face à Mohamed Bayo sur les défenses de soumission. Donc hâte de voir ça et je pense que ça sera un beau combat. Et enfin le main event, comme tu le disais, avec Virgil Hogan, pure Et, star du Ares.
Mika, il y a juste Mohamed Guiri qui va faire effectuer son sixième combat. Tu sais, c'est le cousin d'Ahmed Salamov. Même si sur son dernier combat, si voilà, il avait pris un gars qui était en short notice, qui était, je crois, en bantamweight normalement. Voilà, le combat, il s'était vraiment fait en dernière minute. Mais je trouve qu'il a un gros potentiel. Vraiment, je trouve qu'il a un gros potentiel. Et il affronte un prospect qui a déjà combattu sur Ares. Tu sais, c'est un Gallois. Ah, Yoni Harris. Ouais, voilà, donc il affronte, donc ça va être un beau combat. En plus, le gars, il est assez expérimenté, hein. Il a une belle carrière amateur. Il avait même affronté Patrick Abirora en amateur. Il avait gagné contre Patrick Abirora. Donc je pense que ça va être un beau combat. Et comme je t'ai dit, il a un gros potentiel, selon moi, Guiri. Donc non, c'est une belle carte. Franchement, c'est une belle carte. Bah, pour moi, c'est la plus belle carte française de toute l'année. Meilleure que celle Organisation. qu'il y avait eu à Adidas Arena le 14 juin. Franchement, elle est meilleure. Après, c'est le main event qui avait été incroyable. C'est-à-dire que Mhm. Daguerre contre Sola, Contre c'était, Sola, ouais. selon moi, le meilleur combat franco-français de l'année. Mais en termes de globalité dans la carte, pour moi, elle est largement meilleure. Il y a énormément de combats. Tous les combats ont un intérêt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Mhm. un combat où j'ai pas un intérêt, même si les oppositions parfois me chauffent pas de dingue. Mais j'ai envie de voir la performance de Binaté face à son adversaire. J'ai envie de voir la performance de Giroud. Là, tu viens de spoil le combat Yohan Yaris contre Umar Kadziev. J'ai envie de voir le résultat. Azamal qui recombat, j'ai envie de voir ce que ça va Non, donner. c'est annulé. Ah, ça, bah, tu vois, elle y est toujours Ouais, sur ouais, psychologie. c'est annulé, il l'avait annoncé. Ensuite, il y a Zebo contre Delguera, j'ai envie de voir. Chai contre Jean Dos Santos, ça va être un beau combat. Amin Ayoub, on a envie de le revoir. Et enfin, Virgil Ogène, bah, 7-0. Hogan, Mika. Hogan, bah, 7-0, ça va être son sixième combat à Juarez, véritable star du Juarez, première défense de titre. Donc non, on a cette carte, moi, elle me hype vraiment et je pense que quand tu regardes toutes les cartes qui ont été faites jusqu'à maintenant, sur l'année 2024, c'est la meilleure et de loin. Ouais, moi, faut que je me chauffe là, faut que je trouve un binôme et qu'on aille sur Marseille. Malheureusement, toi, t'es pas disponible, mais je pense que je vais y aller. Et juste, on va faire un arc IMAF. Donc, on va recevoir quelques athlètes. On a déjà reçu Bafodé Gassama, vice-champion du monde aux IMAF. On va recevoir Alan Landouzi et Wally Tandja. Donc voilà, ça c'est pour le l'arc IMAF. On a reçu Damien Lapillus et le prochain invité c'est Greg MMA. La vidéo elle sera disponible incessamment sous peu. Donc restez à l'affût avec les subscriptions. Donc il y a plusieurs niveaux de souscription. L'abonnement classique, gratuit. Donc ceux qui sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez pour cliquer sur le Sur la truc cage. abonnez-vous? Voilà, commentez. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, que ce soit de la carte de l'Ares, de Mike Tyson, de John Jones. Est-ce que Mika a raison? Est-ce que j'ai tort? Et voilà, Mika, je crois qu'on est bon. On se dit Ouais, à... c'est bon, juste le 23, du coup, moi, je serai pas à Arès, Marseille, mais c'est pour des bonnes raisons aussi. Je commente sur RMC à midi l'UFC qui se déroulera en Chine. Et ensuite, le soir, je commenterai le 100% Fight, c'est-à-dire que c'est les tournois fer qui recommencent de Hatch. Donc, je serai à Aubervilliers. Pour ceux qui sont sur Paris et qui veulent voir du MMA, eh ben, rendez-vous à l'embarcadère à Aubervilliers pour aller voir les combats amateurs. Voilà, je pense qu'on est bon. En tout cas, bonne semaine à tous. Bon courage pour ce que vous entamez. Mika, je sais que c'est pas évident les lundis quand t'es en prépa. Ouais, mais Parfois ça va le de faire. repartir. Donc, bon courage à toi. Et Merci. merci à tous. Vas-y, Ibi, ciao.